Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, je souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire et c'est maintenant. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, le tour d'horizon de l'actualité sportive, c'est dans LGT News. Ligue des champions UEFA, est-ce la bonne année pour le Barça? On en parle dans l'actu. Agréable soirée sportive sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Begré et ses invités. Alors, vous avez donc la question LGT qui nous accompagnera tout au long de l'émission. Ce soir, Ligue des champions UEFA, est-ce la bonne année pour le Barça? 90 minutes de direct en votre compagnie. Bien sûr, vous pourrez nous joindre sur le téléphone de la 3. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Le numéro s'inscrit tout en bas. Vous pouvez donc noter le numéro et nous joindre, ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3 disponible pour vous. Je serai donc en direct sur cette émission avec les membres de la team déjà présents sur ce plateau, à savoir Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et bien sûr, après, nous serons rejoints par les autres membres de la team. La première rubrique de cette émission, c'est LGT News, où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. Et c'est maintenant, on y va. Football à présent, Ligue 1, 27e journée, Lys ASEC délocalisé à Bingerville. Initialement prévu au stade Laurent Pocou de San Pedro, où Lys de Sassandra reçoit ses adversaires depuis l'entame de la saison, le match face à l'ASEC, dimanche prochain, vient d'être délocalisé à Bingerville. La Ligue professionnelle de football a finalement accepté la requête de délocalisation de cette rencontre exprimée par les dirigeants de Lys à travers un courrier daté du 15 avril dernier. Liman et Mimo ont rendez-vous dans une autre cité balnéaire pour une chaude explication. En effet, relégable en ce moment, l'équipe chère à Mamadou Dia joue son va-tout pour espérer assurer son maintien. L'équation s'annonce compliquée cependant devant une formation de l'ASEC Mimosa classée 3e et qui donne tout pour pouvoir reprendre le titre. Voilà, vous suivez votre émission La Grande Team. Bien sûr, nous sommes en direct sur la 3. La question LGT de ce soir, Ligue des champions UEFA, est-ce la bonne année pour le Barça? Ce sera donc le sujet du débat de l'actu tout à l'heure. Et bien sûr, pour nous joindre, vous aurez le 27 21 59 93 99 ou la page Facebook de la 3. On aura aussi les cartons de la semaine et dans le focus, on aura même deux invités parce qu'on parlera éliminatoire Coupe du Monde féminine U17. On recevra donc sur ce plateau Madame Élie Cassebedo, vice-présidente du département football féminin de la Fédération ivoirienne de football, et Mademoiselle Salimata Koulibaly, officier média. Voilà, le débrief des news, c'est maintenant. On commence avec Jean-Philippe. On s'intéresse à Kylian Mbappé. Oui, Kylian Mbappé, la grosse tuile. Bon, on ne va pas parler de grosse tuile parce qu'on n'a pas encore l'information définitive. Mais hier, lors de la du quart de finale retour de la Ligue des Champions face à Arsenal, Kylian Mbappé est sorti après une torsion de sa cheville lors d'un contact avec un adversaire. Et déjà qu'il avait réussi, je dirais, à échapper à la suspension de 2 matchs après son carton rouge direct qu'il a obtenu lors de la dernière sortie du Real face à Alaves. Kylian Mbappé devrait manquer normalement la prochaine journée. Et là, avec cette douleur qu'il a ressentie, on est tous tout simplement orientés au niveau de nos oreilles et de nos yeux du côté de Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, pour savoir ce qui va se passer maintenant concernant le garçon. C'était une soirée très difficile pour son club, voilà, qui a été éliminé de la Ligue des Champions. Et pour lui également. Donc, on lui souhaite d'abord un propre établissement et on attend tous de connaître sa durée d'indisponibilité. Voilà, Kylian Mbappé, mauvaise nouvelle donc pour Kylian Mbappé, blessé hier et remplacé lors de l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions. C'était hier, la défaite devant Arsenal. Et puis, Henri Joël. Oui. On va parler quand même de cette délocalisation du match entre l'équipe de Lys de Sassandra et l'ASEC Mimosa. D'ailleurs, l'annonce de cette délocalisation a suscité beaucoup d'interrogations jusqu'à ce qu'on ait ce communiqué du club de Lys de Sassandra qui dit que voilà, le club a demandé à la Ligue de football professionnel de délocaliser ce match du côté de Bingerville et c'est ce que la Ligue a accepté. Donc ce match entre Lys et l'ASEC va se jouer du côté de Bingerville. Alors,
plusieurs interrogations ont été émenées pour savoir pourquoi ce match-là sera joué à Brazzaville. Alors moi par exemple, lors de la 18e journée, j'ai été du côté de San Pedro pour ce match entre Lys et l'équipe de San Pedro. J'ai vu un peu que dans cette ville, vraiment, en dehors des rencontres des éléphants et surtout de la CAN, c'est très difficile quand même de mobiliser pour participer ou, je dirais, assister à des matchs de championnat. Alors, pour un club qui est en difficulté, c'est-à-dire l'équipe de Lys, normalement, jouer à domicile un match de cet enjeu-là, je pense que c'est la meilleure des choses. Sauf que est-ce qu'on prend le risque d'effectuer ce voyage-là à plus de 4 heures de route du côté d'Abidjan pour aller jouer devant les gradins vides, ou est-ce qu'on fait l'économie de son énergie et surtout de sa caisse pour jouer à Abidjan et essayer de capitaliser sur tout cela? Je pense que c'est en voyant tout ça que le président de Lys de Sassandra a pris la décision de jouer ce match capital-là du côté de Brazzaville afin de mettre ses joueurs dans de bonnes conditions, puisque jouer à San Pedro, tout comme jouer à Abidjan, l'équipe de Lys n'aura pas de supporters réels pour l'appuyer. Alors, au niveau du classement, Lys est 16e avec 23 points, le même nombre de points que l'équipe de Denguélé. Et d'ailleurs, pour l'instant, ce sont les deux clubs qui doivent descendre en Ligue 2. Alors, Lys a 4 matchs pour essayer de se sauver. Ce match d'abord face à la SEC, ensuite face au Racing Club d'Abidjan et face à l'équipe du Stade d'Abidjan. Ce sera des matchs assez intéressants. Et pendant ce temps, la SEC va jouer le titre, puisque lors de cette journée, de cette 27e journée, la SEC aussi sera... plutôt la SEC suivra de très très près le match qui va opposer la FAD à l'équipe du Stade d'Abidjan. Alors voilà un peu les enjeux. Je pense que l'équipe de Lys et son président, ils ont pris la bonne décision, non seulement d'économiser pas mal de choses, notamment un peu d'argent et surtout beaucoup d'énergie pour pouvoir affronter la SEC sur ce match-là et puis espérer avoir les 3 points de la victoire qui va peut-être leur permettre de souffler un peu en attendant les 3 matchs à venir plutôt au niveau de ce championnat, de la fin du championnat. En tout cas, Ligue 1, 27e journée, Lys ASEC délocalisé à Bingerville, initialement prévu au stade Laurent Pocou de San Pedro, où Lys de Sassandra reçoit ses adversaires depuis l'entame de la saison. Le match face à l'ASEC dimanche prochain vient d'être délocalisé donc à Bingerville. Oui, Jean-Philippe. Non, je suis un peu dubitatif sur le choix de Lys parce que je regarde également la qualité de l'adversaire. C'est quand même l'ASEC Mimosa. On nous dira que l'ASEC ne déplace pas beaucoup de personnes ces dernières années, mais je pense qu'en Ligue 1, c'est l'équipe quand même, sans faire injure à Racing Club d'Abidjan et à certaines équipes qui quand même peut drainer du monde avec son mur jaune. Ça aurait été une bonne opportunité aussi pour les jaunes et noirs d'évoluer à San Pedro et d'essayer de remobiliser également leurs fans du côté... Sauf que ce n'est pas la SEC qui décide. Oui, je sais, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ça aurait été également bien, mais comme Henri Joël l'a dit, c'est Lys qui décide. Je pense que c'est plus dommageable même à la SEC, dans peut-être sa politique de reconquête nationale de ses supporters qu'au Lys de Sassandra. Voilà. Henri Joël, un mot quand même de basketball. Dallas, oui, qui se joue de Sacramento. C'est chaud en ce moment au niveau des play-in. Voilà, c'est très chaud pendant ce temps parce que dans quelques jours, les play-offs vont commencer puisque certaines équipes déjà connaissent le adversaire. Et pour les équipes de tête, il faut attendre ces play-in-là pour connaître les adversaires. Là, Dallas était face à Sacramento. Il faut savoir que Sacramento a perdu pas mal de joueurs, surtout les cadres, lors de l'intersaison, notamment De'Aaron Fox qui est parti chez les Spurs. C'était en quelque sorte ce meneur-là qui menait plutôt les jeux du côté de Sacramento. Ils ont perdu, mais ils ont une autre chance de jouer face à une autre équipe dans ces play-in. Et voilà, Dallas qui va composter son ticket pour jouer ces play-offs. On attend bien sûr de voir ce que ça va donner, mais ils ont une autre chance puisque les play-in, quand même, ça part de la 7e place à la 10e place et ces équipes à jouer une sorte de mini-tournoi pour sortir les 2 qualifiés qui vont ensuite affronter le premier et le deuxième au niveau des play-offs. Voilà, on attendra donc de voir. La question LGT de ce soir, ne l'oubliez pas, amoureux du sport. Ligue des champions UEFA, est-ce la bonne année pour le Barça? Ce sera tout à l'heure dans l'actu. Le téléphone, c'est le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, numéro de téléphone de la 3, ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3. Dans quelques secondes, on aura aussi le focus, ne l'oubliez pas, éliminatoire Coupe du Monde féminine U17, on en parlera. Pour l'heure, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité, vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite.
bonsoir. Oyez, oyez. Oyez. Suivez-nous. Merci Brice-Arnaud de te mettre derrière moi. Le monsieur, il est un gabarit. Hein. Appelez-moi de déclencher du feu. Attends, il y a quoi? Le temps est changé. Congélateur, reste concentré. Est-ce que tu n'as pas le sentiment de ton fort intérieur d'avoir gâché la carrière de ce petit? Toi, viens te poursuivre dans tes propos là. De quoi il parle? Si Makoso parle qu'il y a des résultats spirituels, c'est que Makoso est... Mais c'est surtout qu'il était homme de Dieu. Nous là, on n'est pas dans ce foufou-là pour faire une conférence pour guérir les gens. Tu es fâché? Non, mais tu me poses des questions qui me chauffent le cœur. Tu peux me dire que... Non, ton cœur est déjà chaud. J'ai même pas encore commencé. Non, mais tu peux pas aller à moi. Pas t'es trop petit dans mon dossier. Voilà. D'aucuns disent que tu portes, voilà, tu t'habilles bien, tu es un sapeur, mais que tes vêtements ne coûtent pas vraiment cher. Voilà, je m'habille comme je veux. Je portais les habits des animaux. Non, c'est manque de respect, ça. Voilà, voilà la partie là. La partie où elle te manquait de respect là, ça vient. Mais tu vas où? Non, moi je suis pas dans ça. On est sauvé par le gars. Non, je suis pas dedans. Parce que je vous ai déjà parlé de ça. Je suis pas dedans. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la saison 5 de Pipolémique. Avec Maze Team, nous allons vous offrir des moments exceptionnels, une expérience à vivre absolument. Retrouvez Pipolémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. PPLK, le numéro 1 sur la polémique. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et nous sommes en direct et il est l'heure du focus de ce soir. On y va. Le dernier tour qualificatif des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 Zone Afrique se dispute le week-end prochain. À cet effet, les éléphantos U17 dames seront face à leur homologue de la Guinée le dimanche 20 avril. Pour en parler, nous recevons donc sur notre plateau deux invités. Il s'agit donc de Madame Elie Kassebedo et Mademoiselle Salimata Koulibaly, respectivement vice-présidente et officier média du département de football féminin de la Fédération ivoirienne de football. On vous reçoit, on vous laisse vous installer confortablement d'abord. Madame Elie Kassebedo et Mademoiselle Salimata Koulibaly. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, mesdames. Merci. Voilà, bonsoir. C'est un plaisir en tout cas de vous recevoir et de faire ce focus avec vous. Déjà, vice-présidente, une question pour vous. Hein. Comment vont nos éléphantos U17, dames à quelques jours de leur sortie face à la Guinée? Ben, je dirais qu'elles sont en pleine forme, elles sont prêtes, engagées, déterminées. Elles sont prêtes, engagées, déterminées. Bon, c'est de bonnes choses à savoir. Et puis, mademoiselle Salimata Koulibaly, vous qui faites office d'office média, hein, dites-nous à votre niveau les stratégies que vous adoptez pour réussir le pari de la mobilisation. D'accord, merci madame. En tant que l'officier média des sélections féminines nationales, alors on a adopté une stratégie de communication très simple et qu'on a commencé depuis le premier tour. Et les stratégies de communication qu'on a adoptées d'abord, sur nos canaux digitaux, on met les informations en relation avec la compétition, c'est-à-dire les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des U17. Ensuite, avec l'aide de la commission, de la vice-présidente de la commission, Mme Elie Kassebedo, nous impliquons les autorités, les dames ministres du gouvernement, les mairies et les clubs, les associations de supporters ivoiriens et aussi les clubs de football féminin. Donc, on peut dire que vous associez aussi les centres de formation, justement, pour qu'également ils jouent ce rôle de 12e homme. Bien évidemment. Les centres de formation sont associés. Très bien. Madame la vice-présidente, quelles sont les dispositions particulières que la Fédération ivoirienne de football a prises pour faciliter la tenue de route de nos éléphantos U17? Avant tout propos, j'allais remercier la 3 parce que c'est sur ce même plateau qu'au deuxième tour, nous sommes venus annoncer le match du deuxième tour et que Dieu merci, on a été qualifiés. Donc je voudrais dire sincèrement merci à l'équipe qui nous a prêté le plateau pour en parler. Alors, comment ça se prépare? Aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'après le deuxième tour, elles ne se sont pas vraiment reposées, peut-être une semaine, 10 jours, et le travail a continué.
Les préparations se sont faites de façon intense. Les coachs ont été, en termes de tactique et de technique et de tactique, ils ont été vraiment performants parce que là, maintenant, les enjeux sont autres. Parce qu'on est quand même au 3e tour, on est à la porte, on va dire, de la Coupe du Monde, donc il ne faut pas rater le coach. Donc je dirais que ça s'est intensifié et c'est ce qui est au-delà de ça, donc au-delà de l'aspect logistique matériel, il y a aussi le mental. Parce que c'est faire prendre conscience aux filles qu'on est presque à la porte de cette Coupe du Monde, donc il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre, effectivement. Jean-Philippe, une question. Bon, je vois les filles motivées, c'est une très bonne chose. Moi, j'ai une petite crainte parce que c'est quand même la première expérience de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de cette catégorie. Voilà. Quelles sont vos principales appréhensions puisqu'on s'approche de cette échéance fatidique? On sait que les filles n'ont pas eu, je ne vais pas parler de préparation, mais je vais parler comment dirais-je, de compétition domestique dans leur club sur une très longue période. Elles ont été sélectionnées, les meilleures. Beaucoup de personnes sont interrogées sur quels critères elles ont été sélectionnées, mais elles essaient d'avancer. Aujourd'hui, quand vous les regardez depuis le premier tour, est-ce que vous avez senti une nette évolution individuelle comme collective au niveau de l'équipe? Bon, je pense qu'il y a une amélioration. Parce que quand on part du premier tour au 3e tour, il y a une nette amélioration. Bon, au début, peut-être qu'elles ne trouvaient pas leur marque, mais elles se sont quand même battues au Sénégal pour le premier tour. Et au 2e tour, je pense qu'elles étaient un peu plus confiantes. Et avec les coachs, au niveau du coach mental, physique, je pense qu'il y a eu un déclic. D'accord? Et aujourd'hui, en termes d'appréhension, c'est seulement se dire qu'on a une équipe guinéenne aussi qui est venue gagner. Voilà, donc il ne faut pas avoir un accès de confiance. Et puis, voilà, il faut se dire on a une équipe aussi, un adversaire qui est venu aussi arracher cette victoire. Donc ça suppose qu'on doit redoubler de vigilance, on doit redoubler de travail et puis être concentré. Être très concentré. Et Madame la Présidente, est-ce que justement la Fédération a mis la barre haute avec, en montant surtout le niveau des primes pour motiver davantage les filles? L'ouvrier, on a l'habitude de dire l'ouvrier mérite son salaire. Et à ce niveau de la compétition, la fédération va bien évidemment motiver les jeunes. D'accord, donc c'est bien dit, on a tous entendu. Oui, Henri-Joël. Alors moi, c'est une équipe que je suis, déjà depuis les éliminatoires face au Sénégal jusqu'à ce que l'équipe puisse éliminer le Burundi ici. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que déjà le match en aller-retour face au Burundi, on l'a joué à Abidjan. Sur la première manche, on a été battu. Il a fallu qu'on se réveille au 2e match en étant tous devant son public. Et je pense que ça a quand même aidé cette équipe-là à pouvoir surpasser les Burundaises. Sauf que cette fois-ci, on joue d'abord ici et puis on va se déplacer. Alors, est-ce qu'on a pris les dispositions pour ne pas se faire un peu harakiri comme lors de ce tout précédent-là face au Burundi, pour ne pas avoir à sortir ses tripes, surtout lors du match retour, quand on sait que ça ne sera pas ici, ça sera du côté du Mali. La Guinée. Oui, du Mali, parce que la Guinée va recevoir une mission au Mali. Bon, j'allais dire que les filles, elles doivent se dire, il faut se dire aussi, quand un match aller est à domicile, forcément le match retour est de l'autre côté. C'est exceptionnel quand vous faites un match retour dans le pays du match aller, le match retour, pardon, voilà, c'est exceptionnel. Mais je pense pas je pense pas qu'il y ait des craintes en soi. Parce que, de toutes les façons, on est obligé d'être encore, en termes de mental, d'être encore plus forte. Parce qu'on se dit, on va sur un terrain qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Et aussi, il ne faut pas se laisser, je dirais, influencer par l'environnement que vous pensez qu'il peut être hostile. Non. Parce qu'eux aussi, ils ont leur public. Nous, on a le nôtre. Donc, je pense que les filles sont vraiment prêtes pour ça. Personnellement, avec ce qu'on a vu, comment les choses ont évolué jusqu'à ce 3e tour, et vu les enjeux qu'il y a devant, on n'a pas de crainte. Vous n'avez pas de crainte, d'accord. Mademoiselle Salimata, vous qui partagez le quotidien de ces filles, justement, pendant la mise au vert, quelle ambiance règne au sein du groupe? Il y a une belle ambiance qui règne. Elles sont déterminées, elles sont concentrées et elles sont prêtes à mettre en évidence les consignes de la sélectionneuse pour arracher ce ticket
pour se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde. On espère. Et puis, permettez-nous de revenir sur l'incroyable, justement, remontada des Éléphantos U17 lors de la qualification contre le Burundi. On regarde ensemble. Dans les intervalles, appel contre appel, communiquons. La communication nous a manqué par moment. Ok? On est chez nous, 20 minutes. Comment on a fait hier? 20 minutes. Après, on a fait des changements. D'accord? Allez. Grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à tous les Ivoiriens. Je dis merci au président de la Fédération ivoirienne de football. Merci Seigneur. Je ne sais pas quoi dire, on n'a même pas de mots. Tellement on est content. Vous y avez tout cru, mais quand vous avez de la conviction, l'envie, la détermination, tous ensemble, tout ce groupe, pour aller décrocher des montagnes, on y va. Et ça, c'est très bien. Donc, rendez-vous au tour suivant pour la qualif. Alors, de très belles images et ça fait plaisir à revoir, hein, n'est-ce pas, vice-présidente? Oui. Et j'espère, comme nous tous, hein, que vous voulez justement qu'on revive de tels moments. Oui, je pense qu'on est bien parti pour... Vous savez, il y avait quand même un bon public. Bon, je pense qu'on n'a pas fait de gros plans sur le petit public qui était là, c'était quand même important parce qu'on leur dit souvent, vous voyez, avant la deuxième mi-temps, enfin après la première mi-temps, on a dit, vous voyez, tous ces gens qui sont là, ils sont là pour vous. Ils sont là pour vous. Donc, comme on dit, le 12e joueur sur le terrain, c'est le public. Et je pense qu'il y a eu ce déclic, vous avez vu dans les vestiaires, et elles se sont rendues compte que c'était maintenant ou jamais. Voilà, et la remontada, le miracle surtout, a eu lieu. Oui, Henri-Joël. C'est intéressant par rapport à ce que je veux retenir, c'est qu'on a senti quand même une vraie collaboration entre tous les sélectionneurs. D'abord, on a vu le sélectionneur de l'équipe première, Redal Pedros, qui était là, mais aussi l'appui d'Alain Guamé pendant à la pause qui était là, qui a apporté, je dirais, ce soutien. Parce que lors du premier match, on a senti les jeunes filles un peu tétanisées hein, par l'enjeu, puisque bon, elles étaient à domicile, il y avait cette attente-là, elles ont leurs camarades qui sont venus pour les appuyer. On a senti un peu ce frein à main là qu'elles avaient dans le premier match. Sauf qu'à la conférence de presse, moi, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a donné confiance, c'est que la sélectionneuse disait sans cesse, on va se qualifier au match retour, parce qu'elle connaît ses joueuses. Et au retour, on a senti cela. On a senti que peut-être le discours est passé. On leur a dit, allez, jouez, lâchez-vous. Et on a senti cela sur le terrain. Quand elles ont commencé, elles ont acculé cette équipe burundaise. Les buts sont venus et puis derrière, elles ont su gérer jusqu'à la fin. Donc je pense que, quand on regarde un peu la Guinée, sans toutefois le manquer de respect, quand même, c'est pas un foot de guerre, mais bon, il faut être assez sérieux, il faut être assez impliqué pour aborder ce match-là, gagner. Pas seulement gagner en marquant beaucoup de buts, et puis aller voyager, aller en Guinée en étant sereine, mais aussi en étant sérieuse pour se qualifier. Et finalement, Henri-Joël, une question. Une question. Voilà. Est-ce que vous promettez la qualification aux Ivoiriens? On vous promet. Ah, bon voilà. Devant la nation.
C'est dit. Avant de promettre la qualification, moi j'aimerais savoir l'état physique des joueuses. Il n'y a pas de blessés. J'allais dire, on vous promet parce que, écoutez, on part avec un esprit gagnant. Bien sûr. C'est dans ce sens qu'on dit on vous promet. Bien sûr. Mais je veux dire, on a les atouts, on a les arguments pour y arriver. Mais non, en termes de préparation, on ne fait que ça depuis des semaines. Et là, elles sont mises au vert et tout se passe très bien. Mais encore une fois, je dis, on ne sous-estime pas l'adversaire. Mais nous, on dit, on va gagner. On va arracher cette qualification. Et il faut qu'on soit dans un mental de gagneur. De gagneur. Voilà. Et puis, justement, moi, je vous donne l'opportunité de laisser un dernier message. D'abord, Mme Salimata. D'accord. Nous allons profiter de ce plateau de la Grande Team pour inviter tous les Ivoiriens à se mobiliser derrière ces jeunes dames-là qui sont en train d'écrire l'histoire, qui sont à 80 minutes d'une grande qualification, une qualification historique. Et nous les invitons, autant pour moi, à venir massivement soutenir ces filles-là. Merci. Madame la vice-présidente, oui. Le discours est le même, hein, les mêmes propos, parce que nous sommes sur ce plateau, au-delà d'informer, mais on appelle la population ivoirienne massivement à venir. Les jeunes filles, les dames, les commerçants. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, les tickets s'arrachent. Ah. La FIF est inondée de demandes. Très bien. Donc, et je reste convaincue qu'on aura un beau public qui viendra encourager les filles. Et elles en ont besoin. Voilà, on aura un beau public. On a donné le mot. Vous avez parlé de tickets. Est-ce que c'est payant? Non, c'est voilà, gratuit. c'est pour ça que je voulais qu'elle précise. Donc c'est gratuit. Oui, mais il faut un ticket. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Sous présentation d'un ticket. Sous présentation d'un ticket. Les tickets seront disponibles le jour du match au stade Félix Houphouët-Boigny. Ouais. D'accord, très bien. Voilà, l'information est donc donnée. On a même fait une requête auprès de notre sécurité. Si on a tant de monde qui veut voir les filles, on leur demande si c'est possible de les laisser avoir accès au stade. Ah, ça c'est bien aimable. Mais c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Merci beaucoup, mesdames, en tout cas, d'être venues sur ce plateau. On recevait donc sur ce plateau Mme Elie Kassebedo, vice-présidente département football féminin à la Fédération ivoirienne de football, et Mme Salimata Koulibaly, officier média, justement, département football. Merci beaucoup, mesdames. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà. Allez, on marque une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission avec les cartons de la semaine et aussi avec l'actu. C'est tout à l'heure. Allez. Salut à tous, je suis Yves Mar, je vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30 pour le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire, le midi. Ça sera du feu. Mais le reste, on va se fâcher. Les temps changent, les générations évoluent. Ça, c'est vrai. On dit que non. Ouais. Pour mon fils, tu sais, je suis de cœur africain. Mon âme a sec. Michel Gou et Digo Kala. Tenez-vous bien parce que ça va commencer à chauffer. C'est la folie ici dans le midi. Venez! Le Midi, le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire. À voir du lundi au vendredi, 11h15, en direct sur les antennes de l'A3. Présentation Yves Aymar. Le Midi, téléplaisir. Allez, c'est là tous et bienvenue dans l'heure des tchackers et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, mais justement, c'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique.
quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, que c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, pour moi, finale, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choilio? Non, non, c'est parce qu'il a voulu. Mais je pense que donc ça veut dire quoi? Le profil, la polyvalence, oui, des éléments qui importent pour provoquer le fort. Laisse-nous attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3. Nous avons été rejoints par Noël Boli. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Nono, comment vous allez? Impeccable. D'accord, et nous sommes jeudi. Et comme tous les jeudis soirs, nous avons Martial Gourou avec nous. Bonsoir Martial. Bonsoir Marie-Christine. Heureux de vous retrouver ce jeudi. Ouais. Un autre jeudi. Un autre Parmi jeudi. tant de jeudis. Exactement. Et il y en aura encore d'autres jeudis. Tout à fait. Voilà, et vous allez assez bien. Merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Je vais comme un charme. Oh, d'accord. Ravi en tout cas de vous avoir. Il a dit comme un chat ou comme un charme? Comme un charme. Il a dit comme un charme. Oh. Comme il a l'accent bêté. Comme un supporter du Real. Et bon, il se signale, hein, nous sommes toujours donc en compagnie de Jean-Philippe et d'Henri. La nuit va être longue en tout cas. Voilà. Allez, les cartons de la semaine, c'est maintenant. On y va. Le principe des cartons de la semaine, je vous le donne. Chaque membre de la team choisit donc de commenter un fait de l'actualité sportive. Et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Le carton rouge, sanction. Le carton jaune, avertissement. Et le carton vert, appréciation, satisfaction. Donc on commence avec Noël Boli. Oui, moi j'ai mis un carton vert à l'Inter de Milan. D'accord, l'Inter de Milan, parce que atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions valide un petit peu la stratégie du club. La stratégie du club a constitué une équipe, a gagné d'abord les compétitions domestiques, à savoir le championnat et les coupes nationales, et pourquoi pas aller très loin en Ligue des Champions. Ça valide aussi le travail du coach, qui a su mettre en place un cadre de travail, et qui a su amener ces hommes à un objectif commun, à créer de la solidarité, parce que vous savez, il y a beaucoup d'ego quand même dans ces équipes-là. En plus, ils arrivent quand même dans un tournant de la saison où la plupart des joueurs se posent un certain nombre de questions concernant leur avenir, mais il a fait en sorte d'intéresser tout le monde au projet interiste. Donc ça valide aussi le travail de tout un club à tous les étages, c'est-à-dire du président au dirigeant, passant par les joueurs. Donc voilà, cette demi-finale, ça constitue une joie intense en Italie, parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'équipes aujourd'hui en Italie qui figurent en demi-finale comme ça de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est tout un travail qui est félicité par rapport au fait qu'ils arrivent en demi-finale, tout un travail de sape, et ça met une grosse entorse. Je veux revenir encore là-dessus, une grosse entorse à ceux qui croient que seul le résultat compte. Non, c'est pas seul le résultat ne compte pas. Il y a toute une construction qui fait qu'on arrive à un certain nombre de choses qui produisent un résultat. Et ce résultat-là, aujourd'hui, l'Inter l'a atteint. D'accord? Et pourquoi pas, peut-être qu'ils vont aller très loin. C'est vrai qu'ils sont c'est peut-être l'équipe la moins douée, mais c'est l'équipe la mieux constituée et l'équipe la plus solide, avec la mentalité italienne que tout le monde connaît, avec le Catenaccio. Donc voilà, je voulais mettre un carton vert à cette belle équipe de l'Inter de Milan pour leur dire bravo, même s'ils ont rencontré une équipe comme le Bayern, qui quand même est une équipe individuellement beaucoup plus forte, mais collectivement, ils ont déconstruit cette équipe. Et puis bravo à cette équipe et bravo à leur entraîneur, Simone Inzaghi. Voilà. D'accord, carton vert donc pour l'Inter de Milan. L'Inter de Milan. Oui, Jean-Philippe. Mais je vais grandir pour l'une des rares fois un gros carton rouge. Oh là là. Et c'est un carton rouge à un Italien, un entraîneur italien, Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid. C'est un homme que j'apprécie énormément, très grand entraîneur,
un entraîneur dont les mérites ne sont plus à présenter. Mais vous savez, pour atteindre le niveau que Carlo Ancelotti a atteint, il faut avoir des convictions très solides. Et même si vos convictions tendent à vous tromper de chemin, vous les maintenez quand même parce que très souvent, de par le passé, vous ont permis d'atteindre des objectifs. Et Carlo Ancelotti est un entraîneur qui, sur ces dernières années, a été, je dirais, le catalyseur même de ce Real Madrid qui a tout remporté sur son passage, auteur de la décima. Il a donné encore la dernière Ligue des Champions au Real Madrid la saison dernière. Mais sur cette année, c'est complètement raté. Il s'est trompé de choix. Ses convictions l'ont complètement trompé. Et je dirais tout simplement qu'il n'a pas su avoir le discours nécessaire pour maintenir la synergie qu'il avait créée la saison dernière avec le Real Madrid. Résultat des courses, le Real se fait humilier en Super Coupe d'Espagne face au Barça. Le Real se fait humilier à domicile lors du match aller de la Liga face au Barça. Le Real Madrid pratique un jeu poussif qui lui fait perdre 8 points sur 3 matchs et qui lui fait perdre la tête de la Liga. Et enfin, le Real Madrid qui, sur la scène européenne, n'a réussi qu'à battre, quand on parle des grandes équipes, une équipe moribonde de Manchester City. Donc, c'est-à-dire que cette saison, le Real a eu toutes les difficultés face aux formations qui essayaient de le titiller dans le haut du tableau. Et s'est effondré face à une équipe d'Arsenal très bien organisée, emmenée par un excellent jeune coach, Arteta. Voilà. Tous les observateurs aujourd'hui, le Real Madrid a été, je dirais, la cuvée la plus faible, la plus individualiste et, je dirais, la moins technique. Donc, pour toutes ces raisons-là, voilà, en dehors de sa grande qualité, oui, je donne un carton rouge à Carlo Ancelotti. Carton rouge, Carlo Ancelotti. Oui, Martial Goro, votre carton. Nous donnons un carton vert à la jeune pépite ivoirienne, l'avancante de la sélection cadette de Côte d'Ivoire. Il est pensionnaire du centre de formation Mainz 05 de Jacquesville, Alino Aïdara. Oui, et ce centre de formation est piloté par l'ex-international burkinabé Aristide Bansé. Et ce joueur, il faut dire que l'attaquant des cadets ivoiriens est un joueur promoteur. Oui, vraiment, il illumine cette CAN U17 qui se passe actuellement au Maroc par son talent. Et il totalise 6 buts, inscrit en phase de groupe. Il a été élu 3 fois homme du match sur 4 rencontres. Et au-delà de ces statistiques impressionnantes, il faut dire que ce garçon, il a une intelligence de jeu et une maturité tactique exceptionnelle. Et il oriente le jeu, il crée les espaces pour ses coéquipiers, il attire les adversaires, les défenseurs adverses, oui, il décroche, il fait des appels, des contre-appels. Et puis, lorsqu'il garde le ballon, il permet à ses coéquipiers de remonter. Je crois qu'il a une palette de jeu vraiment de qualité. Donc, c'est un joueur à suivre et je pense que s'il continue sur cette lancée, ça sera quelque chose de positif pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Vous lui donnez donc un carton vert. Oui, le carton de Henri Joël. Carton jaune, avertissement aux arbitres du championnat, que ce soit la Ligue 1 comme la Ligue 2, même en étendant un peu en D3 et même en régional. Nous sommes en fin de championnat. Il y a beaucoup d'enjeux sur cette fin de championnat. D'ailleurs, j'évoquais le match entre l'équipe de Nice et celle de la SEC. Il y aura aussi AFAD face au Stade d'Abidjan. Alors, c'est vrai que les équipes se battent quand même pour se maintenir ou soit pour aller chercher des places pour les coupes africaines. Oui. Mais quand même, les arbitres ont leur mot à dire dans ces différentes rencontres. Alors, je les invite vraiment à beaucoup d'impartialité dans ces différentes rencontres pour ne pas que les sifflets puissent emmener injustement ou permettre à une équipe qui peut-être ne mérite pas et injustement obtenir, par exemple, une place en Coupe d'Afrique. Donc, c'est le moment quand même de les inviter. Et d'ailleurs, moi, j'étais très, très heureux lors de mon passage du côté de Banzaville pour suivre un match de Ligue 2, de voir le président de la commission centrale des arbitres, M. Kalou Bonaventure, venir aussi quand même suivre ces matchs-là. Il se déplace beaucoup quand même pour aller superviser ces arbitres et je pense que c'est très important. Donc c'est le moment quand même, en fin de championnat là, d'être assez sérieux. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sérieux, mais quand même de redoubler d'efforts, d'être plus vigilant pour ne pas qu'on se retrouve à des matchs où il y aura par exemple des empoignades à cause d'une décision arbitrale. D'ailleurs, il y a quand même un bruit qui est en train de courir en ce qui concerne Yamoussoukro FC sur son match passé face à J.D. Guibérois.
où il y a eu quand même des coups de sifflet ou peut-être un rapport qui n'a pas plu à la commission qui a envie de faire jouer les autres matchs de Yamoussoukro à huis clos pour cette fin de championnat. Ce n'est pas encore officiel, mais quand même, il y a les bruits qui courent. Donc, je les invite vraiment à beaucoup de sérieux on va terminer, sur cette fin de championnat afin de rendre équitable tout ce qui va se jouer. C'est bien noté. Merci beaucoup, messieurs, pour vos cartons de la semaine. On passe à l'actu. C'est maintenant, on y va. On ouvre le téléphone le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. La question LGT, Ligue des champions UEFA, est-ce la bonne année pour le Barça? Avec son jeu séduisant et son attaque de feu, le FC Barcelone est de retour dans le dernier carré de la Ligue des champions UEFA. Malgré la concurrence de taille, est-ce la bonne année pour la 6e étoile du club catalan? Ce sujet de la rédaction nous présente les premières pistes de réflexion. On regarde. Alors, avant d'ouvrir le débat, je vous propose de voir les résultats des quarts de finale et les affiches des demi-finales de la Ligue des champions de l'UEFA. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1 à l'aller et a perdu 2-3 face à Aston Villa au match retour, mais qualification des Français. Arsenal a humilié le Real au match aller 3-0 avant de s'imposer à Bernabeu 2-1. Et puis le FC Barcelone a battu 4-0 l'équipe de Dortmund à l'aller et s'est incliné 3-1 au retour. Le Bayern de Munich s'est incliné à l'aller 1-2 face à l'Inter avant d'aller faire 2-2 du côté de l'Italie. Allez, sur les affiches pour les demi-finales, on aura Arsenal face au Paris Saint-Germain et le FC Barcelone face à l'Inter de Milan. Match aller 29-30 avril, le retour 6-7 mai. Voilà la question LGT, Ligue des champions UEFA. Est-ce la bonne année pour le Barça? Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Est-ce la bonne année pour le Barça, messieurs? À vos panonceaux, s'il vous plaît. C'est un non pour Martial Gourou. C'est un oui. On va aller rapidement, s'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. Ou bien on laisse tomber. C'est un oui pour Noël Boli. C'est un non pour Henri Joël. C'est un non pour Jean-Philippe. Moi, j'aime. Ligue des champions UEFA, est-ce la bonne année pour le Barça? Jean-Philippe pouvait argumenter. Non, pour moi, ce n'est pas la bonne année pour le Barça. Déjà, au niveau de la thématique, je pense qu'il y a deux formations qui n'ont pas encore remporté la Ligue des champions. Et c'est sur ce volet-là, sûrement qu'on aurait... que ça aurait été plus facile pour moi, personnellement, de me prononcer. Parce que le Barça a 5 Ligues des champions. C'est vrai que c'est le favori parce que c'est lui qui a le plus de trophées au niveau des demi-finalistes, suivi de l'Inter qui en a 3. Je regarde le parcours du Barça ces dernières années. Depuis 2016, le Barça a fait quoi? 5 fois quart de finaliste. 2 fois ils sont tombés en phase de poule. 1 fois 8e de finaliste. Et puis une seule fois en demi-finale en 2019 sous la houlette d'Ernesto Valverde. Voici le palmarès du Barça en Ligue des Champions depuis 2015 et son dernier titre. Cette année, ils ont un très bon entraîneur, Hansi Flick, qui a su tout simplement remettre à niveau cette équipe. Et le style de jeu qu'il a impulsé au FC Barcelone a permis à cette équipe-là, pour l'instant, d'être pratiquement au mieux de sa forme dans toutes les compétitions à laquelle elle participe. Elle est finaliste de la Copa del Rey en Espagne. Elle est leader de la Liga. Elle est en demi-finale de la Ligue des Champions. Elle a la possibilité de réaliser un triplé, et voire plus. Et donc, quand on regarde un peu les temps de passage du Barça, c'est une équipe qui, en l'occurrence, peut tout simplement inspirer la crainte chez ses adversaires. Mais lors de son match retour face au Borussia Dortmund, elle a eu à souffrir parce qu'elle a eu du mal à défendre les 4 buts acquis. Heureusement qu'elle a pu s'en sortir grâce à une réalisation qui a coupé un peu les jambes aux Allemands. Mais bon, cette formation du Barça, pour moi, va avoir fait une très grosse adversité. On a parlé tout à l'heure de l'Inter Milan. Je pense que c'est un adversaire de taille. Peut-être après les demi-finales, si cette équipe se qualifie en finale, je serai peut-être plus affirmatif sur son retour. Mais là, je trouve que l'adversaire qu'elle va croiser, pour moi, est capable de sortir cette équipe du Barça. C'est pourquoi j'ai dit non. D'accord. Donc pour Jean-Philippe, ce n'est pas la bonne année pour le Barça. Martial Gourou, on vous écoute. Ouais, je remonte encore le nom. Oui. Parce que pour moi, je pense qu'il est assez prématuré, en l'état actuel, de répondre par l'affirmative à la question LGT. Quand on sait que le Barça s'est fait peur lors du match des quarts de finale face au Borussia Dortmund. On se souvient que le Barça à l'aller avait gagné par 4-0, mais au retour,
le Barça était près de l'élimination. Le Barça a été battu 3-1. Et puis, le Barça, pour la demi-finale, va recevoir l'Inter de Milan. Hein, le Barça se déplacera au match retour. Et quand on sait, avec l'analyse du parcours du Barça, il ressort que les Barcelonais sont fébriles à l'extérieur. 10 buts encaissés en déplacement lors de la phase de poule. La phase de groupe. Et puis, une équipe qui encaisse beaucoup de buts à l'extérieur ne peut pas être considérée comme une favorite. Oui, parce qu'elle manque de solidité défensive. Et puis, vous l'avez vu, le Barça, en 12 rencontres au total, hein, c'est 16 buts encaissés. Et ça, ce n'est pas un bon signe. Donc, le Barça devra se montrer solide et constant parce que l'Inter se place déjà devant son chemin et l'Inter, c'est une équipe solide et expérimentée. En quart de finale, l'Inter a gagné à l'extérieur et a fait le nul à domicile. Donc, c'est un client assez sérieux. Et ce Barça-là que nous voyons, c'est vrai, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, mais défensivement, elle est assez fébrile. Donc, pour moi, je pense qu'elle n'a pas le statut, pour l'instant, de prétendre aller au bout de la compétition et la gagner. Très bien. C'est donc l'avis de Martial Gourou. Pourtant, Henri-Joël Louis nous dit un oui. Non, j'ai dit non. Ça veut dire non? Oui, j'ai dit non. Qui a dit un oui? C'est Noël Boli. D'accord, donc Henri-Joël, une seconde. Noël Boli, oui, on vous écoute, vous dites un oui. Ah, vous croyez que je vais parler en une seconde alors? Non, non, non. Vous allez parler en 1 seconde et demie. Non, non, en fait, j'ai dit un oui, mais bon, enfin, c'est un oui un peu mitigé quand même, parce que c'est vrai que, comme a dit Martial, là-dessus, je peux le rejoindre en disant que c'est un petit peu trop tôt pour donner un avis, mais comme il faut qu'on se lance dans des spéculations, donc allons-y dans la spéculation. Non, non, moi j'ai mis oui, pardon, j'ai mis oui pour le Barça, tout simplement parce que pour moi, c'est l'équipe qui produit le jeu le plus attrayant, hein, et comme je suis un esthète, même si mon équipe est passée au travers la dernière fois, mais moi j'adore le football, et quand je regarde le Barça jouer, franchement ça me réconcilie avec le beau jeu. Je pense que c'est l'équipe la plus complète. C'est vrai qu'il faut savoir que tout ça a démarré a démarré sous Xavi, l'ancien entraîneur. Hein. C'est vrai que quand ils étaient en Ligue des Champions, on voyait qu'ils avaient des possibilités, mais ils étaient encore un petit peu jeunes. Hansi Flick est arrivé avec sa rigueur allemande, il a un petit peu resserré un petit peu les boulons, il a donné un petit peu l'ADN, j'ai envie de dire, distillé un peu d'ADN allemand, d'accord? Et tout ça forme une équipe vraiment prête à gagner le trophée continental. Moi, franchement, même si j'ai parlé tout à l'heure en bien de l'Inter de Milan, mais je pense que le Barça est quand même plus fort. Ils ont un collectif beaucoup plus fort, ils ont une technicité à tous les étages, que ce soit derrière, au milieu et devant, et ils ont des joueurs qui flirtent avec aujourd'hui le sacre du Ballon d'Or. Je vais parler de Rafinha, je vais parler même de comment il s'appelle, de Pedri, et je veux parler de Yamal. Bon, c'est vrai que Yamal, il est encore un petit peu jeune. Il a eu quelques creux dans sa saison, mais le Barça est très, très complet. En tout cas, c'est l'équipe qui me donne beaucoup plus de garanties, beaucoup plus de certitude quant à remporter le trophée européen. Maintenant, ça reste le football, les choses restent ouvertes, mais en tout cas, si j'ai un pronostic à donner par rapport à ces 4 équipes, moi je dirais le Barça, parce que c'est l'équipe, encore une fois, qui m'apporte beaucoup plus de certitude. D'accord, merci pour vos 1 minute et demie. Je n'ai pas été très long. Non, pas du tout. Ça se voit vraiment. Oui, Henri-Joël, vous dites non. J'ai dit non parce que déjà, tout comme les autres, on est un peu loin de cela. Il faut d'abord voir ces demi-finales. Mais déjà, je vais me projeter un peu sur le match aller face à cette équipe de Dortmund. Le Barça avait déroulé et moi, j'étais confiant par rapport au match retour, vu le match livré par les Barcelonais à domicile face à cette équipe de Dortmund. Sauf que, dans ma tête, après avoir fait ce récital-là à domicile, normalement, en Allemagne, ça devrait passer. Ça devrait, même si l'équipe devait perdre, ça ne devrait pas être 3-1. Et même dans ce contenu, ce n'était pas assez intéressant. On a vu une équipe de Dortmund dominée, marquée, et qui a poussé jusqu'à la dernière minute avec, je dirais, ce jeu un peu bizarre du côté de Barcelone. Alors, s'ils avaient été assez intéressants, comme à l'aller, j'allais mettre en 8 pour dire, bon, voilà, l'équipe de Barcelone est très solide, surtout en déplacement. Mais sauf que là, ils ont montré assez de fébrilité. En face, ils ont l'Inter.
l'Inter qui, jusqu'à présent, fait partie des meilleures équipes de cette compétition. Ils ne font pas assez de bruit, ils avancent masqués, ils ont une équipe solide, que ce soit en défense, au milieu de terrain et en attaque. Et d'ailleurs, sur ce match face à l'équipe du Bayern de Munich, au match aller, les deux latéraux titulaires n'ont pas joué, Dumfries et Di Marco. C'est Di Marco qui est revenu de blessure sur le match retour, mais sauf que Dumfries n'a pas joué. Donc c'est une équipe de l'Inter qui est solide, que ce soit défensivement et offensivement. Ils arrivent quand même à exister avec Lautaro Martinez, qui fait partie des meilleurs attaquants de cette compétition, cette saison. Et à côté, on a Marcus Thuram quand même qui fait son chemin dans cette compétition. Donc c'est pour cela que je dis, cette équipe de Barcelone, surtout sur le retour, ne m'a pas rassuré. Et surtout quand on voit l'équipe qu'elle va rencontrer maintenant, même si elle passe, vous avez l'autre équipe qui, moi, est la meilleure sur cette saison, c'est l'équipe du Paris Saint-Germain qui, à mon avis, a trouvé, je dirais, la carburation nécessaire pour aller remporter ce trophée cette saison. D'accord. Oui, Marcel. En fait, ce que je voulais ajouter pour parler de certitude, je pense que quand on prend les 4 formations qui se retrouvent en demi-finale, je pense qu'il y en a 2. Arsenal, qui, sur les quarts de finale, a gagné à domicile et a gagné aussi à l'extérieur. Et puis, il y a l'Inter qui gagne à l'extérieur, mais qui fait un nul à domicile. Donc, je crois que ces 2 formations, pour moi, sont plus rassurantes, ont plus de certitude. Mais quand on prend Barcelone et le Paris Saint-Germain, j'ai dit que ces 2 formations, quand même, quelque part, il y a quelques déchets. Surtout Barcelone, quand on prend beaucoup de buts à l'extérieur, je l'ai dit lors de la phase de poule de groupe, mais c'est beaucoup de buts, 10 buts en déplacement. Pour une équipe qui prétend gagner le titre, je pense que c'est vraiment, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Déjà, voyons le parcours et le bilan justement du Barça en Ligue des Champions cette saison. Cette saison, les Blaugrana en phase de poule, en phase de Ligue, comme on l'a dit, puisque le format a un peu changé. Ils ont été battus par Monaco 2-1, avant d'étrier Young Boys 5-0. Écrasé aussi le Bayern de Munich à 4-1. En déplacement face à l'Étoile Rouge, c'est 5-2. Ils ont aussi battu Brest 3-0. Ils ont battu Dortmund 3-2, c'était en déplacement. Battu aussi l'équipe de Benfica 5-4 en déplacement également. Et puis on fait un match nul face à l'équipe de l'Atalanta en Italie, 2 buts partout. En 8e de finale, ils ont battu à l'aller l'équipe de Benfica avant de s'imposer au retour 3-1 en quart de finale face à Dortmund. C'est 4-0 au match aller et 3-1 pour Dortmund au match retour. Le bilan, il est de 12 matchs, 9 victoires, 1 nul, 2 défaites, 37 buts inscrits, 17 buts encaissés, 4 clean sheets, meilleur buteur Rafinha avec 12 buts. Voilà, et les entraîneurs du FC Barcelone plutôt, et d'Arsenal se sont exprimés au micro de nos confrères de beIN Sport. On les écoute. Probably not only because we are in the semi-final for the 3rd time in our history, but as well for the manner and the way we did it, not only by the way we played, but as well with the circumstances and the amount of injuries that we have. So I think overall, I think it shows the character of this team, of this club, and is a night to be very proud of. And I'm here to experience these kind of games and to go through them. I know that sometimes you're going to win, sometimes you're going to lose. So be very critical with yourself tonight. There are things that we can still do much better, and I have to help the team to do better. But the biggest pride is when I look at them and I talk to them, how convinced they feel. And that's a big part of our job. I know the coaches, and that's why it's a joy to work with them. Wir sind im Halbfinale und um das geht's. Wir haben 2 Spiele, die bewertet werden. Und wir haben 4-0 gewonnen, hier 3-1 verloren. Am Ende ist es dann auch gerecht, dass wir ins Halbfinale kommen. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, eine sehr gute Dortmunder Mannschaft. Sie haben es klasse gemacht. Und ich will nicht so viel über meine Mannschaft reden, weil ich glaube einfach, das wird dann Dortmund nicht gerecht. Und klar können wir besser spielen, aber sie haben gezeigt, was für tolle Spieler sie in der Offensive haben. Und sie haben uns das Leben sehr, sehr schwer heute gemacht. Aber am Ende ist das Wichtigste, dass wir ins Halbfinale gekommen sind. Ich glaube, dass jeder hier schon erkennt und schätzt auch, was die Mannschaft leistet. Und ja, es war ganz normal. Ich denke mal, letztendlich geht es ja heute darum, das Spiel auch zu analysieren. Und es war nicht unser bestes Spiel. Deswegen verstehe ich auch komplett, dass man da auch nachfragt. Und aber klar ist es natürlich auch, ich glaube schon, dass wir
uns ein bisschen mehr darauf freuen können. In der Kabine war es auch nicht von Anfang an eine gute Stimmung oder eine Top-Stimmung. Es war erst, als ich gesagt habe, hey Männer, wir haben das Halbfinale erreicht, dann haben sie, glaube ich, gewusst, dass ich auch damit zufrieden bin und dann war die Stimmung etwas besser. Ich glaube, das ist natürlich auch den Anspruch, den die Mannschaft jetzt aktuell hat an sich selbst, dass sie eigentlich die Spiele gewinnen wollen, dass sie immer auf einem hohen Niveau spielen wollen. Das sind die Dinge, die man bei der Mannschaft auch sieht, in jedem Training, in jedem Spiel. Und vielleicht sind sie heute ein bisschen enttäuscht, aber ich glaube, die Freude sollte größer sein, dass man das Halbfinale erreicht hat. Voilà, et puis on a aussi Roger Boli, ex-footballeur professionnel et meilleur buteur de la Ligue 1 française en 1996, qui nous a également donné son avis sur le sujet de ce soir. On l'écoute. Je valide tout simplement parce que c'est la meilleure équipe pour l'instant dans cette compétition-là. Même si je suis tenté de dire que le PSG est aussi bonne, mais ce que produit depuis le début de saison cette équipe de Barcelone, c'est incroyable. Ils ont un jeu fluide, un jeu où ils marquent énormément de buts parce qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de permutations. Défensivement, c'est solide, même si quelquefois ça encaisse pas mal, mais quand même c'est solide. Avec Cubarsí, le jeune Cubarsí, Koundé qui nous étonne au poste d'arrière droit, qui fait vraiment des matchs de très très haut niveau, Arrojo qui est solide. Et puis au milieu de terrain, ils ont des joueurs qui permutent beaucoup, qui savent jouer au ballon, mais qui savent aussi beaucoup travailler pour l'équipe. Des garçons comme Pedri, Gavi, De Jong qui font une saison incroyable. Voilà, qui sont toujours là dans les bons coups de cette équipe-là. Et puis l'attaque avec Lewandowski qui est vraiment le buteur patenté qui continue à nous étonner parce qu'on a pensé qu'avec son âge, il marquerait moins de buts, mais il continue à performer. Et puis Rafinha qui nous étonne de plus en plus parce que Rafinha, on ne l'attendait pas à ce niveau-là, mais il est en train de faire une saison incroyable aussi lui sur son couloir gauche parce qu'au départ, quand ils l'ont pris, c'était pour jouer à droite. Mais là, avec l'éclosion de Lamine, il se retrouve à gauche, et puis à gauche, il est avec son pied fort, il excelle parce qu'il va vite, parce qu'il est capable de rentrer dans le milieu, donner des très bons ballons. C'est un joueur aussi qui est capable de marquer des buts, ce qu'il a fait, il en a marqué pas mal, et puis pour l'équilibre, il sait aussi défendre. Voilà, il sait aussi défendre parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que les attaquants, ils ne doivent pas défendre, mais lui, il sait défendre et il le fait super bien. Et puis le petit Lamine qu'on ne présente plus, Lamine Yamal, voilà, un joueur incroyable, voilà, qui est en train de monter en puissance, qui est en train de nous faire oublier même Lionel Messi à Barcelone. C'est vraiment incroyable ce qu'il est en train de faire. La saison qu'il fait depuis son éclosion au championnat d'Europe, où il a marqué contre la France, il est sur une pente ascendante. J'espère pour lui qu'il arrivera au bout, parce que des joueurs comme ça, on n'en a pas beaucoup. Et j'espère vraiment qu'il arrivera à faire une grande carrière. En tout cas, cette équipe-là est vraiment très bien équilibrée avec un bon entraîneur, parce qu'on parle de l'équipe, mais on oublie souvent de parler d'un entraîneur. Flick fait un très bon boulot, vraiment un très très bon boulot depuis qu'il est arrivé. Moi, j'avais émis des doutes sur lui, mais à l'arrivée, il me donne complètement tort, puisqu'il est en train de faire bâtir une très très belle équipe. J'espère qu'il arrivera au bout pour lui. Bon, allez, on va dire que cette équipe-là vraiment mérite de gagner la Ligue des Champions. Et quelle est donc votre affiche pour la finale, Jean-Philippe? Inter Milan-Arsenal. Inter Milan-Arsenal. Oui, Joël. Inter Milan-Paris Saint-Germain. Inter Milan-Arsenal. Barça-Paris. D'accord. Vous êtes le seul à ne pas placer Inter Milan en finale. À mon avis, ça passera pas contre Barcelone. Contre Barcelone, d'accord. Ligue des champions UEFA, est-ce la bonne année pour le Barça? Écoutons s'il vous plaît l'avis du public sportif ivoirien. Je dirais bien oui. Et comme le football, tout est possible, on ne sait pas. Vu que le Barça croise aussi l'équipe de Inter, ils défendent bien, ils sont assez solides aussi dans la défense. Donc j'espère bien que le Barça va les remonter. Moi, je suis un supporter du Barça. Donc j'espère que les voisins sont déjà éliminés. Donc j'espère que cette année, c'est notre année. À vrai dire, je suis un Madrilène. Je vais conspirer toujours pour qu'on gagne le Barça. Mais je vois que cette année, le Barça est favori. Avec les attaquants vifs, ils sont favoris, vraiment, ils sont favoris. Inter, bon, ils sont pas mal, ils ont une bonne défense. Les attaquants sont en forme, bon, on peut dire, ils peuvent tenir compte
contre le Barça, on va bien. Oui, je crois bien que cette année, c'est l'année du Barça. Parce que moi-même, étant un fan du Barça, voilà, cette année, je pense que nous sommes en quinmain, mon vieux. Voilà, nous sommes en quinmain, nous sommes en forme. Tout sort, ça sort de partout, mon vieux. Allez là, on est comme une fois, ça sort en dos. Donc du coup, je pense bien que c'est l'année du Barça. Selon moi, le Barça va remporter la Ligue des Champions parce que quand les regarde actuellement, ils ont un bon groupe, il y a la confiance qui règne entre eux, il y a la solidarité, ils se parlent. Et sur le terrain, quand tu vois les milieux du terrain, ils font très bien le jeu. Étant footballeur aussi, je ne suis pas un supporter de Barça, je suis un supporter de Real. Mais lorsque tu regardes le football, tu sais qu'il y a cette année, le Barça, une très bonne équipe. Et ils iront jusqu'au bout pour remporter la Ligue des Champions parce que cette année, c'est leur année. Allez, de retour sur le plateau de la grande team. La sélection ivoirienne des moins de 17 ans tentera de décrocher une médaille de bronze face au Burkina Faso ce vendredi en match de classement de la CAN au Maroc. Ce match de classement est-il important, Martial Gourou? Ah oui, mais je pense que c'est vrai que la Côte d'Ivoire en allant au Maroc, son premier objectif c'était de se qualifier pour le mondial. Et puis le second objectif c'était d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Malheureusement, la Côte d'Ivoire n'atteint pas la finale, mais moi je pense que c'est comme une série sur le gâteau. Bien terminer la compétition en remportant la médaille de bronze, c'est pas mauvais. Je pense que c'est important pour une compétition continentale. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Noël, comment vous voyez ce choc? Oui, enfin, ce serait quand même bien que l'équipe ne rentre pas bredouille, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ils ont quand même eu un parcours assez honorable, j'ai envie de dire même plus qu'honorable. Donc c'est quand même normal qu'on puisse récolter au moins la médaille de bronze. C'est vrai que ce sera la petite satisfaction, parce que bon, nous on espérait carrément l'or. Mais là, si on peut avoir la médaille de bronze, pourquoi pas, quoi. Ça montre que les garçons sont perpétuellement en progrès. Et ce n'est que partie remise. Hein. Je pense qu'on reviendra encore plus fort dans cette compétition-là parce qu'on a acquis certaines certitudes. Et puis, bon, en même temps, ce sera bon pour la Coupe du Monde. Mais en tout cas, ce serait important, même si c'est la petite finale. Et puis, 2 fois, la petite finale n'a aucun intérêt. Mais je pense que c'est des jeunes. Ce serait bien quand même d'avoir une médaille de bronze qui va quand même récompenser leur beau parcours au Maroc. Donc, c'est une très, très bonne chose qu'ils puissent décrocher cette belle médaille. La course donc pour la médaille de bronze, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Oui, Jean-Philippe, comment vous entrevoyez ce choc? Mais je pense que les Burkinabés vont être plus déterminés et ils vont peut-être nous empêcher de finir 3e. Je le dis clairement parce que quand je regarde la politique des jeunes au niveau du football ivoirien depuis des lustres, pour ne pas qu'on dise que je ne parle que du comité exécutif actuel, je sens qu'il n'y a pas d'ambition de bâtir un véritable palmarès à ce niveau-là. Ce qui a toujours intéressé les différents comités exécutifs, c'était les victoires finales au niveau des équipes premières du football ivoirien, surtout de l'équipe nationale A du football ivoirien. Parce qu'on a tous entendu le discours du sélectionneur national avant cette demi-finale face au Maroc, qui parlait de match de gala, de match entre frères, et que, comme Martial l'a dit, la cerise sur le gâteau pour nous, ce serait d'aller remporter la compétition. Ça veut dire que ce n'était même pas un objectif primordial pour nous. Dès le moment où on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, ça devenait secondaire. Et si on considère que remporter le trophée pour nous était secondaire, je ne pense pas que pour la 3e place, il faille aller se surmotiver et risquer de se blesser. Donc pour moi, je pense que les Burkinabés ont plus envie, eux, ils ont montré dans cette compétition d'aller chercher quelque chose et ils feront tout pour nous battre. Et étant donné qu'ils ont plus de puissance physique, je les donne favoris. Henri-Joël? C'est bizarre quand même ce qu'il vient de dire. Ok, c'est pas grave. C'est clair. Moi, je pense que les jeunes sont très motivés. Ils sont très motivés. Ils veulent revenir ici avec cette médaille-là. Mais d'ailleurs, il faut voir, il y a une petite histoire entre ces 2 pays dans cette catégorie des jeunes. Lors du tournoi IFOAB au Ghana, le Burkina avait battu la Côte d'Ivoire en finale 3 buts à 1. C'est vrai que les 2 équipes en accident, déjà en finale, étaient qualifiées pour cette compétition. Mais en finale, le Burkina avait battu la Côte d'Ivoire. Donc je pense que les jeunes Ivoiriens... on n'a pas joué en phase de poule ensemble. Merci. Je pense que les jeunes Ivoiriens, d'abord, ils ont à l'idée ce match face au Burkina qu'ils ont perdu au Ghana. Et je pense que ça va les remotiver pour pouvoir revenir ici
avec la médaille en battant ces Burkinabés là pour prendre un peu la revanche du côté d'Accra. Donc je pense que, et Bassiriki, le connaissant, c'est quelqu'un que je connais très bien, il n'aime pas du tout la défaite. C'est vrai qu'elle est arrivée. Mais pourquoi vous ne pouvez pas me laisser pas dire? Terminé, terminé. Il n'aime pas la défaite et je sais qu'il va motiver ses joueurs. Et d'ailleurs, le comité exécutif est autour de ces gamins-là afin de les motiver pour finir en beauté. Parce que quand même, il faut aussi donner un signal par rapport à ce mondial qui arrive, qui est en fin d'année. Donc, finir sur une bonne note cette compétition. Je pense que les éléphantaux peuvent le faire. Et moi, je crois en cette victoire face au Burkina. Bassiriki Diabaté, le sélectionneur ivoirien, et Oscar Barraud, son homologue du Burkina Faso, se sont exprimés aujourd'hui en conférence de presse d'avant-match. On les écoute. Ce match est un match assez difficile dans la mesure où tu arrives sur ce match et tiraillé entre des sentiments de désespoir, entre des sentiments d'une symphonie à coup inachevé et un match supplémentaire qui est aussi une autre chance pour certains. Et l'un mis dans l'autre, on n'a pas le temps à penser à un derby sous-régional. On n'a pas le temps de penser ou de ressasser ce qui s'est passé. C'est de vivre l'instant présent. Et l'instant présent, c'est un match qui, émotionnellement, présente beaucoup de facteurs non contrôlables, surtout avec les jeunes qui ont le sentiment d'avoir tout donné sur une demi-finale où je pense, en toute modestie, qu'ils ont été bons. Et récidiver avec la même performance 3 jours après, pour des jeunes, ce n'est pas évident. Mais je peux vous dire une chose, ils présenteront l'une des meilleures copies. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est comme si c'était les mêmes pays. C'est deux peuples totalement, si vous voulez, confondus. Voilà, et on arrive à faire difficilement la différence entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina. C'est comme deux frères. Quand deux frères jouent dans deux équipes différentes, vous voyez, chacun voudrait gagner pour aller dire à la maison à l'autre que, tu vois, je t'ai battu aujourd'hui. Je pense que c'est très bien, nous sommes en football et ça doit beaucoup plus nous unir. Et ça fait plaisir de gagner la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, c'est des frères. Arrivé à la maison, l'un va profiter de ça pour dire à l'autre, aujourd'hui je t'ai défait. Moi j'ai des enfants qui jouent au football, ils jouent dans des clubs différents. Quand il y a les matchs, celui qui gagne, celui qui se fait voir beaucoup plus dans la cour, dans la maison. Donc je mets ça sous le même angle que Côte d'Ivoire, Burkina. C'est deux peuples frères, c'est les mêmes peuples. Voilà, et c'est humain et on va jouer au ballon. Voilà, commentaire après les propos des deux sélectionneurs. Martial. Moi, je pense qu'il faut remobiliser les troupes. C'est ce que les deux entraîneurs sont en train de dire. Quand on rate l'objectif qui est de jouer la finale, maintenant, il faut remobiliser les garçons. C'est des jeunes footballeurs. J'espère que l'équipe qui aura une certaine fraîcheur et qui aura l'envie va s'imposer. Maintenant, je voulais tout juste rappeler que la Côte d'Ivoire a été championne d'Afrique en 2013 dans la catégorie U17. D'accord. Noël Boli, oui. Oui, enfin, après, c'est les conférences de presse des entraîneurs. Hein. Je veux dire, moi, je ne sais pas à quoi ils servent des fois les conférences de presse d'avant-match, parce qu'on dit beaucoup de choses. En général, c'est le contraire qui se passe dans les matchs. Non, non, mais moi, je veux vraiment qu'on se concentre un petit peu sur ce que les joueurs risquent de produire. C'est des jeunes garçons. Ouais. Donc, ils ont vraiment envie d'avoir un premier trophée quand même dans leur armoire. Je pense que c'est important pour eux. Donc, du coup, même si, comme a dit Jean-Philippe, je peux ne pas être d'accord spécialement avec lui, mais après, c'est son point de vue, mais même si l'entourage ne montre pas un grand intérêt à cette petite finale, je pense que les garçons ont vraiment envie de décrocher quand même la timbale, même si ce n'est pas le gros trophée, mais je pense qu'ils vont se donner à fond pour avoir au moins, pour ne pas encore une fois rentrer bredouille à la maison. Donc, à mon avis, ce sera un match âprement disputé. Un match âprement discuté. Jean-Philippe, vous avez apprécié cette fois-ci les propos du sélectionneur? Mais écoutez, comme l'a si bien dit Noël Boli, il trouve que ce sont des propos qui n'ont entre guillemets pas du sens parce que ce qu'il dit, c'est souvent le contraire qu'on voit. Mais pour rester factuel, cette équipe de Côte d'Ivoire a marqué 10 buts. Elle a marqué en phase de groupe. Face au Sénégal, elle n'a pas inscrit de but, elle n'en a pas encaissé. Face au Maroc, elle n'a pas marqué de but, elle n'en a pas encaissé. Le Burkina a une meilleure attaque. Le Burkina a une puissance offensive non négligeable. Moi, je regarde la performance de nos garçons, pour être factuel, en quart et en huitième.
Et je me dis que la petite finale, pour eux, ce n'est pas quelque chose de primordial. Qu'ils gagnent ou qu'ils ne gagnent pas, ça ne leur apportera absolument rien. Donc pourquoi y aller à fond, comme on l'appelle à fond? Parce que c'est le Burkina qui est en face. C'est la question que je me pose. Et voici qu'il a dit dans ses propos. Comment on les remotive? Ce sont des éléments qu'ils ne maîtrisent pas. Est-ce que les garçons auront véritablement envie de mettre le pied? Voici les réalités du terrain. On peut se motiver en tant qu'Ivoirien avec l'esprit chauvin pour dire qu'il faut aller gagner le Burkina, il faut aller gagner le Burkina. Mais il n'y a pas de véritable enjeu. Quand on bat le Mali, c'est parce que là, on est en danger, on risque de ne pas se qualifier pour le mondial. Une fois qu'on a gagné le mondial, on a vu l'euphorie, c'est fini. Ça a baissé. L'équipe n'a plus produit de jeu. Le jeu décousu contre le Sénégal, le jeu décousu contre le Maroc. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne vais pas m'attendre à un miracle pour tout simplement un match de classement. Et pour terminer, Marcel me dit qu'on était champion en 2013. Moi, pour une nation comme la Côte d'Ivoire, on devait nous dire qu'on était champion en 2013, 2015. Parce que depuis 2013, on n'a plus joué cette compétition jusqu'à maintenant. Voilà le désintérêt au niveau des comment on appelle, je ne crois pas que la Côte d'Ivoire ait créé le football. Même le Brésil qui a créé excusez-moi, Martial, je vous ai pas interrompu, je suis en train de parler. L'Angleterre qui a créé le football. Que ce soit l'Angleterre, que ce soit le Brésil, les grandes nations, quand elles vont à une compétition, elles vont avec l'ambition de remporter cette compétition. Je n'ai jamais vu un sélectionneur s'asseoir et dire qu'à une demi-finale, je vais jouer un match de gala. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Et c'est un match de gala, on a joué. Donc pourquoi aujourd'hui on est éliminé, puis on va se surmotiver pour un match de troisième place. Et quand on le dit, vous trouvez que non, que ce n'est pas juste de le dire. Mais c'est juste de le dire. Si la Côte d'Ivoire a de l'ambition pour remporter les tournois chez les jeunes, étoffer son palmarès, comme le Sénégal l'a fait dernièrement, comme le Mali l'a fait auparavant, en ce moment-là, je ne pourrais pas dire ces mêmes propos, mais c'est un constat qui est clair. Voilà. Oui, Martial. Mais en fait, quand l'entraîneur parle de match de gala, c'est dans la qualité de jeu. La Côte d'Ivoire, non, si, peut-être que tu as regardé différemment avec d'autres. On a vu le résultat avec les pénaltys tirés. Le résultat, on peut perdre un match. Mais la Côte d'Ivoire, sur la demi-finale, je crois qu'elle a produit l'un de ses meilleurs. Ah bon? Oui, football. C'est une qualité. On l'a vu. Donc, je vais dire quoi, Marie-Christine, ces garçons ont préparé sérieusement cette compétition. Mais comme toute compétition, il y a des priorités. Le mondial, c'est un rendez-vous très important. Et la Côte d'Ivoire visait le mondial pour être dans le concert des nations, revenir à un niveau supérieur et ensuite attaquer la finale. Malheureusement, ça n'a pas été fait. On est tombé sur plus fort que nous, qui est le Maroc. Donc, naturellement, on a perdu au tir au but. Donc, je veux dire que ici, les garçons sont en train de travailler. On a vu des joueurs de qualité, comme Alino Aïdara, comme l'autre ailier Sommet et autres. Numéro 15. Oui, donc je crois qu'il y a de la qualité. Il faut encourager ces garçons. Ils vont jouer un match de 3e place. On espère qu'ils vont gagner le Burkina. Si ce n'est pas le cas, c'est que le Burkina a été meilleur que la Côte d'Ivoire. Très bien. Bon, de son côté, avant cette rencontre, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, a accordé un entretien à nos envoyés spéciaux Jean-Sylvain Esso, Barnabé Conan et Frédéric Ediard. On regarde. Bon, c'est un message simple. Je les avais vus à midi. Et je leur avais dit à midi, écoutez les enfants, c'est le moment d'écrire votre histoire. Vous avez l'opportunité d'écrire votre histoire et de rentrer dans l'histoire. Donc, il faut saisir votre chance. Si vous ne la saisissez pas, vous allez avoir après des regrets. Et malheureusement, ils n'ont pas saisi leur chance. Et donc, ils étaient très malheureux. Je leur ai simplement dit, ce qui est fait est fait. Il ne faut pas rester dessus. Il faut tirer les enseignements. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Et puis, être prêt à affronter les prochaines étapes. Nous sommes arrivés à la tête de la Fédération, nous sommes arrivés avec un projet. Ce projet était en 14 points, je crois. Nous avons réalisé 13 sur les 14. Et un des points de base, c'était le football des jeunes. Et donc, vous pouvez vous-même le constater, on joue dans toutes les catégories, au plan international. On a les U15 scolaires qui vont au Ghana la semaine prochaine. On a les U17 féminins qui vont jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a les U17 masculins qui sont ici. On a les U20 masculins qui étaient engagés, ainsi de suite. Donc, on est en train de relancer totalement le football des jeunes au plan international, mais pas que. Au plan national, le directeur technique est là et vous dira, il est en train de préparer le lancement de compétition des U13 et U15, je crois, éclatés dans chaque région avec les présidents de ligue pour relancer vraiment cette activité-là. J'étais avec Arsène Wenger durant le match et on parlait avec Arsène, on a parlé avant, on a parlé pendant, on a parlé après.
Et Arsène me disait que ce qu'il appréciait dans l'équipe de Côte d'Ivoire, c'était la façon dont les joueurs jouaient, la recherche de solutions, offrir des solutions, le collectif. Parce que pour lui, qui est le père de ce projet de Coupe du Monde chaque année, c'est Arsène Wenger qui en est le père au titre de la FIFA, pour lui, c'est comme ça que les jeunes peuvent évoluer dans les meilleures conditions possibles. Donc, oui, on va y aller. On va y aller avec l'objectif d'aller le plus loin possible, de finir, si possible, aller dans la... Le président de la Fédération ivoirienne de football, Henri Joël. Tout est dit, tout est dit. Vous savez, ils sont partis avec beaucoup d'ambition. Vous savez, dans ce match face au Maroc, on fait le match, on fait le jeu, sauf qu'on arrive au tir au but et en ce moment-là, vous savez, on ne peut pas être un match au tir au but sans avoir beaucoup de regrets parce qu'on aura tout donné dans le match. Et moi, c'est ce que j'ai vu avec ces jeunes hommes. Et l'ambition, elle est là. C'est-à-dire partir au mondial et aller faire mieux. C'est vrai que ça peut ne pas bien se passer sur le continent africain. Et puis, au niveau du mondial, ça peut bien fonctionner. C'est vrai qu'on peut avoir des difficultés pendant la CAN de la catégorie. Et puis au mondial, améliorer, je dirais, ces failles-là constatées lors de la compétition sur le continent africain. Donc moi, je ne suis pas défaitiste. Et je pense que cette équipe-là peut s'améliorer parce que ce n'est pas la même que moi j'ai vu au Ghana qui a joué du côté du Maroc parce qu'il y a eu de l'amélioration dans l'équipe de Bassiriki Diabaté. Et je sais que lors de ce mondial, on verra une autre équipe de la Côte d'Ivoire dans cette catégorie à ce grand rendez-vous. Et pour terminer avec Noël Boli. Oui, enfin, quand on écoute les propos du coach, du président, oui. En même temps, il est dans son rôle, hein, donc il vante un petit peu les mérites de l'équipe nationale, c'est très bien. Mais bon, j'ai envie de dire à mon jeune frère Jean-Philippe de temporiser un petit peu que même si dans le discours du coach, il a parlé de match de gala, mais c'était juste des effets d'annonce. Hein. Mais derrière, je suis sûr qu'il a dû motiver ses troupes. Quoi. Donc il ne faudra pas qu'il s'emballe un petit peu trop là-dessus. Je crois que le match contre le Maroc nous a quand même démontré que les jeunes ont donné tout ce qu'ils avaient. Malheureusement, moi j'ai trouvé que le Maroc était plus fort, même si athlétiquement on était plus fort, mais techniquement il était plus fort, il faut le dire. Il déployait un jeu qui était beaucoup plus alléchant. Mais je pense que s'il continue comme ça, ça peut donner quelque chose j'ai envie de dire quelque chose d'intéressant en Coupe du Monde. Mais attention, en Coupe du Monde, ils vont rencontrer quand même des adversaires un peu plus coriaces. Et j'espère qu'ils vont aussi élever leur niveau de jeu. Mais en tout cas, ça promet des lendemains meilleurs. Et puis, on est là pour les accompagner, pour faire en sorte que cette équipe progresse et que, au final, ça nous rend des joueurs au plus haut niveau qui puissent nous ramener des trophées. Merci beaucoup, messieurs. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci, Martial. Merci, Marie-Christine. Merci, Noël. Déjà. Oui. Merci, Henri-Joël. Merci, Jean-Philippe. Merci, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain, vendredi, 20h30 en direct sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.